Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des baleines, on va parler de la potentielle fin d'accumulation des baleines, ce qui pourrait avoir une incidence extrêmement forte sur le prix du Bitcoin. Et je vais appuyer un petit peu tout ce raisonnement-là en fait sur pas mal d'analyses de données, alors principalement des données fondamentales qui nous proviennent directement de la blockchain du Bitcoin. Alors comme toujours, hein, on se base uniquement que sur le Bitcoin pour plusieurs raisons, mais on va dire que principalement pourquoi ? Parce que déjà le Bitcoin c'est la crypto-monnaie en fait du marché aujourd'hui qui est la plus dominante depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Deuxièmement, parce qu'on a un historique de données qui est très important et on a une transparence de par le fait que le Bitcoin sur sa blockchain, on peut avoir tout un tas en fait de données qui sont extrêmement pertinentes, chose qu'on peut également avoir sur beaucoup d'autres blockchains, mais c'est pas le cas en fait de toutes les crypto-monnaies. Et surtout, comme j'ai pu le dire, c'est l'historique de prix qui nous permet en fait de pouvoir ensuite développer tout un tas de modèles pour essayer un petit peu, toujours essayer, c'est important, de prévoir un petit peu qu'est-ce que le Bitcoin pourrait nous réserver. Ça reste que de la spéculation et bien évidemment à aucun moment on est là pour donner une vérité absolue. On n'en sait absolument rien sur l'avenir. On ne sait même pas ce qui va se passer demain. Voilà. Alors avant de commencer la vidéo, je vais envoyer ma prochaine lettre d'investissement. Ce sera demain. Normalement demain si je termine bien tout correctement et qu'elle est corrigée. Donc soit demain, soit en début de semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour recevoir mes fameuses lettres, écoutez, le lien il est juste là en dessous dans la description. Allez, on va commencer et on va notamment parler d'un indicateur qui est très intéressant. Donc là je vous le mets, un indicateur de chez Glassnode qui nous montre l'évolution des portefeuilles qui ont plus que 1000 bitcoins. Bon, 1000 bitcoins, ça commence à faire, hein. On est sur plusieurs millions de dollars en termes de valeur en dollars. Mais 1000 bitcoins, c'est un indicateur qui est assez pertinent. Donc là, on voit l'évolution du prix, qui est en gris, et l'évolution du nombre de portefeuilles qui détiennent plus que 1000 bitcoins. Et pourquoi c'est intéressant ? Donc là, j'ai bien zoomé, hein. Là, on est bien zoomé uniquement sur une année. On voit en fait que depuis le début de l'année 2020, ça a été une phase d'accumulation extrêmement importante. On l'a vu, dès que le Bitcoin il a donné sa phase de capitulation, ça a été à peu près en 2018, début d'année 2019. Le Bitcoin, il est ensuite fortement monté, ça on le verra justement dans un autre graphique. Et on a eu notamment la phase de crack liée au Covid-19, liée au crack sur les marchés financiers, que le Bitcoin a suivi. Et depuis, on a quand même une nouvelle phase d'accumulation qui est assez forte de Bitcoin. Donc là, si on prend plus de recul, on voit que là, depuis 2011, donc là pour le coup vraiment on prend un maximum de recul possible, on arrive quand même à différencier trois phases. Donc la première en fin d'année 2013, début d'année 2014, mais surtout la plus intéressante, ça va être celle qu'on a eue, la plus récente, en 2017-2018. Je pense que celle-là, beaucoup s'en souviennent. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passait, on remarque que on a eu une croissance du nombre de portefeuilles qui détiennent plus de 1000 bitcoins, dès lors en fait que le Bitcoin a commencé à craquer en 2014. On le voit, là clairement, il y a une croissance constante. Et la croissance, elle dure jusqu'à à peu près la mi-année 2016. À cette époque, le Bitcoin avait à peine commencé à reprendre pas mal de valeur. On était à peu près, on va dire, dans les 600-800 dollars le Bitcoin. Donc on était encore très loin du Bitcoin à 20 000 dollars qu'on a eu quelques mois après. Donc juste pour vous dire que justement toute la phase d'accumulation s'est faite avec un Bitcoin qui a oscillé entre 200, on va dire, et grand maximum 800 dollars. Et ensuite, à la mi-année 2016, on voit que on passe dans une phase justement de déclin où là pour le coup le nombre d'adresses commence à baisser petit à petit. Alors ça remonte un tout petit peu
en fin d'année 2017, mais après, on voit que ça rebaisse fortement et ça, on va dire que la baisse accélère. On va dire ça va à contre-tendance du Bitcoin qui lui pour le coup accélère à la hausse. On voit le nombre d'adresses Bitcoin qui ont plus de 1000 Bitcoin qui pour le coup là accélère à la baisse, ce qui est plutôt totalement cohérent. Pourquoi ? Parce que il faut comprendre que les investisseurs, donc les professionnels de marché, les gros portefeuilles, les traders, ils achètent tout simplement quand les particuliers n'achètent pas et ils vendent justement à ces particuliers qui sont en train de FOMO, qui sont en train d'acheter sur les plus hauts. Bon, ça maintenant je pense que vous avez compris un petit peu depuis le temps qu'on en parle comment ça fonctionne. Donc c'est totalement cohérent. C'est totalement cohérent. Ce qui est intéressant également de voir, c'est un petit peu le comportement qu'il y a eu un petit peu après, en 2018. On voit quoi ? On voit que lorsque le Bitcoin, je pense que beaucoup s'en rappellent, stagnait sur la zone des $6 000, et ben là, on le voit qu'on a une forte chute. On a une forte chute du nombre de portefeuilles qui détiennent plus que 1000 Bitcoins avant la capitulation. Alors maintenant, c'est facile à voir parce que justement, on sait ce qui s'est passé juste après. Mais en tout cas, là, on a eu, à mon sens, d'un point de vue fondamental, on a eu effectivement le signal que là, il y a probablement beaucoup qui sont en train de transférer en fait leur Bitcoin sur les plateformes d'échange pour faire le signal de capitulation, pour faire tomber le Bitcoin de nouveau de près de 50%. Donc là, ça a été plutôt clair. Et depuis en fait ce moment-là, on n'est pas allé plus bas. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de nouveau en fait Bitcoin qui ont été transférés pour être vendus. On l'a vu. Il y a eu la capitulation, ça n'a pas bougé. Donc ça, c'est quand même un signe qui est extrêmement fort. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que les gros portefeuilles n'ont absolument pas paniqué quand le Bitcoin a capitulé et a été chercher en fait les $3200. Au contraire, on a recommencé une phase d'accumulation qui s'est un tout petit peu stoppée quand le Bitcoin est remonté tout de suite à la mi-année 2019 sur les $14 000. Mais après, ça a repris de plus belle. Et depuis maintenant plus d'une année, une année et demie, voire même quasiment 2 ans au final, et ben en fait, on est en train de réaccumuler énormément de Bitcoin, du moins les gros portefeuilles sont en train de réaccumuler énormément de Bitcoin. Donc maintenant, si je vous remets justement le premier graphique que j'ai pu vous mettre, maintenant je pense que c'est un petit peu plus clair. Qu'est-ce que là on remarque ? On remarque que on recommence une petite phase justement de déclin où l'accumulation, elle est peut-être terminée et justement là, on est prêt pour justement cette fameuse explosion, ce fameux bull run que beaucoup attendent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour avoir un bull run, il faut avant tout qu'il y ait une phase d'accumulation dans laquelle énormément de bitcoins ont été achetés, vont plus bouger pendant un petit moment, également durant laquelle les traders, notamment de long terme, vont se positionner, enfin traders de long terme, j'entends par là swing traders, vont également se positionner, et après, il faut comprendre que qui est-ce qui fait le prix dans les phases euphoriques ? C'est pas les pros, c'est les particuliers. C'est tous les particuliers en fait qui vont venir. Pourquoi ? Pour plein de raisons. Les particuliers en fait sont principalement soumis aux biais psychologiques. Donc ça veut dire effet de foule, FOMO, euphorie. Ils vont être cupides, tout ce que vous voulez. De toute façon, des biais, il y en a à l'appel. Et tout ça en fait va faire que, ils vont en fait tout simplement permettre à tous ces gros et à nous également de pouvoir sortir sur des plus hauts qu'on n'a pas encore atteint, mais il faut comprendre que c'est eux qui vont nous permettre en fait de partir en phase beaucoup plus haussière et même ensuite de finir sur une très très grosse phase d'accélération qu'on appelle le climax run. C'est les particuliers, d'accord ? C'est les particuliers en fait qui le font. Ça a été bien évidemment, on va dire, grâce aux baleines, grâce aux pros qui justement eux pour le coup ont pu accumuler, réduire la supply, donc le nombre de bitcoins qui est actuellement en circulation et qu'on peut échanger. Parce que justement, ils en ont accumulé énormément, justement pour qu'ils puissent ensuite sortir. Et ça, c'est important, ça, c'est vraiment un raisonnement qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que, aujourd'hui, je vois des personnes qui me disent Bitcoin à $1 million. Moi, à chaque fois, je me dis, mais ces personnes-là, en fait, ne comprennent pas ce que c'est que la spéculation. Parce que, si on comprend ce que c'est que la spéculation, on peut pas espérer, en fait, qu'un actif comme le Bitcoin, aujourd'hui, puisse prendre autant de valeur en l'espace de quelques mois, voire de quelques années. Donc croire que le Bitcoin pourrait être à $1 million d'ici à 1 an ou 2 par exemple, c'est totalement stupide. Et j'ai vraiment pas peur en fait de le dire. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui,
vous avez déjà en fait énormément de personnes qui ont investi des dizaines de millions de dollars, voire même beaucoup plus, et croyez-moi qu'ils sont nombreux, dans le Bitcoin. Dans le Bitcoin, à quel prix? 5 000 dollars, 6 000 dollars, 7 000, 8 000, 10 000, si vous voulez. Si demain on a un Bitcoin à 1 million de dollars, comme je peux l'entendre parfois, ça veut dire que ces personnes-là sont assises sur des centaines, voire des milliards de dollars en Bitcoin. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a suffisamment de liquidité pour que ces personnes-là, en fait, puissent récupérer ensuite une part du magot en monnaie fiduciaire? La réponse, elle est non. Pourquoi? Parce qu'il faut, en fait, que la prise de valeur s'accompagne des volumes. C'est-à-dire que si on a un actif qui prend beaucoup de valeur, mais que les volumes n'augmentent pas, eh ben, en fait, arrivé à un moment, il y aura des gros qui vont sortir, et ils vont sortir bien avant que le Bitcoin n'atteigne 1 million de dollars, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas sortir tout ce qu'ils voudront sur ces niveaux-là, car il y aura beaucoup trop en fait d'argent à sortir et pas suffisamment d'acheteurs. Donc ça, il faut quand même bien le comprendre. Donc c'est pour ça que déjà, une target cohérente, ce serait plus entre 50 et 100 000 dollars. Et croyez-moi que déjà sur ces niveaux, il y aura beaucoup de profits à prendre. Ça, on va le voir justement un tout petit peu après, avec d'autres indicateurs assez intéressants justement sur les profits qu'il y a à prendre. Parce que oui, on peut savoir si la majorité en fait des acheteurs sont gagnants ou sont perdants, et c'est un signal également qui est assez intéressant pour savoir quand les marchés vont pouvoir se retourner. Alors bien sûr, tous les gros investisseurs ne sont pas forcément gagnants, parce que effectivement là dans mon discours on pourrait se dire attends, ça veut dire que en fait tous ceux qui ont investi pour 10 millions de dollars vont forcément gagner. Pas forcément, d'accord, mais on va dire quand même que proportionnellement, on va dire, si on compare aux particuliers, clairement, il y a beaucoup plus de gros qui vont être gagnants que de particuliers. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est que, à mon sens, je pense que les données en fait de Glassnode, qui se basent sur les données fondamentales de la blockchain, elles sont sous-estimées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une centralisation qui est assez importante des bitcoins. Et qui dit centralisation dit forcément moins de données précises d'un point de vue fondamental, parce que ce sont en fait des données qui sont récupérées parce que la blockchain, elle est décentralisée. Donc si on centralise des bitcoins, eh ben, on va avoir des chiffres qui, à mon sens, vont être sous-estimés, notamment en termes d'accumulation. Et pour essayer en fait également de voir qu'est-ce que nous préparent les professionnels du marché, ce qu'on appelle les institutionnels, eh ben, il y a Grayscale. Donc Grayscale, c'est le plus gros fonds. C'est le plus gros fonds aujourd'hui crypto, principalement Bitcoin, qui permet aux pros de pouvoir investir en fait dans les cryptos avec un minimum de 25 000 dollars. Je crois que c'est 25 000 dollars le minimum pour investir en fait dans le fonds. Mais de toute façon, il faut être considéré comme un investisseur accrédité. Donc, il faut un patrimoine qui est déjà, je crois, de 500 000 dollars. Voilà. Donc, c'est quand même destiné uniquement aux pros. Ce qui est intéressant avec Grayscale, c'est qu'ils sont relativement transparents sur l'évolution de leur fonds. Donc là, en fait, je vous mets l'évolution justement du fonds depuis qu'ils ont été lancés, depuis 2013. Donc c'est quand même un fonds qui est assez ancien. Et on voit quoi? On voit quand même que l'année 2020 a clairement été une année synonyme d'accumulation massive de la part des institutionnels dans le Bitcoin et l'Ether. On voit également que l'Ether devient aussi un actif qui commence à être massivement acheté. Et là, on parle de milliards de dollars qui ont été achetés. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la totalité en fait des actifs sous gestion de Grayscale, ça s'élève à 6 milliards de dollars. Mais il faut quand même comprendre que, au final, le plus gros du magot, j'ai envie de dire, a été investi que dernièrement, depuis quelques trimestres. Ça a complètement explosé. Donc la réponse, enfin plutôt pourquoi principalement à cause, à mon avis, des politiques monétaires qui ont injecté des quantités astronomiques d'argent. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup en fait de pros de professionnels du secteur qui ont beaucoup de liquidités. Deuxième point, c'est qu'il y a une maturité en fait du marché des crypto-monnaies, du Bitcoin et même aujourd'hui, on le voit, de l'Ethereum qui commence à être suffisamment mature pour intéresser vraiment les pros qui vont commencer à se diversifier en fait de plus en plus. Le Bitcoin devient une classe d'actifs à part entière. On en parle de plus en plus. Il y a vraiment de plus en plus d'économistes qui aujourd'hui
parle des actions, des obligations, de l'or, du pétrole et du Bitcoin, ça commence à vraiment rentrer en fait dans les mœurs que le Bitcoin c'est un actif à part entière dans lequel aujourd'hui on peut s'exposer. Donc même les pros, même les fonds d'investissement, les family office, tout ce que vous voulez peuvent aujourd'hui s'exposer via ce type de produit dans les crypto-monnaies. Alors là, c'est pas le débat de savoir si c'est bien ou pas bien. En tout cas, il y a également une très très grosse accumulation. Et il faut savoir également qu'au troisième trimestre 2020, Grayscale a acheté pour 77% des nouveaux bitcoins qui ont été créés. Donc, je vous rappelle qu'il y a une création monétaire en fait de bitcoin aujourd'hui à chaque fois qu'il y a un bloc qui est créé. Et Grayscale a racheté 70% de tous les nouveaux bitcoins qui ont été créés. Juste Grayscale. Donc vous imaginez, c'est un seul fonds. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, et même je pense que c'est déjà le cas en fait, il n'y a pas suffisamment en fait de bitcoins qui vont être disponibles sur le marché. Il y aura une rareté qui va encore plus exploser, d'autant plus que l'inflation sur le bitcoin ne fait que baisser jusqu'à arriver progressivement, à mon avis, à une déflation. Donc clairement, le bitcoin va devenir toujours de plus en plus rare. Également, si on regarde la centralisation au niveau des plateformes d'échange. Donc là, je vous mets en fait le graphique. Enfin, c'est pas un graphique, c'est un tableau, pardon. Je vous mets en fait ce tableau qui recense les principales plateformes d'échange avec combien est-ce qu'elles possèdent dans leur portefeuille. Coinbase, bon, c'est le grand gagnant absolu. Ils ont quasiment 1 million de bitcoins. C'est colossal. Vraiment, c'est colossal. Donc, 1 million de bitcoins, ce qui équivaut, on fait rapidement le calcul, à peu près au cours actuel, entre 10 et 11 milliards de dollars en bitcoin. Je parle que de Coinbase pour le coup. On a ensuite UOB, plus de 300 000 bitcoins. Binance, quasiment 300 000 bitcoins. OKX, 280 000 bitcoins. OKX qui justement ce qui est assez inquiétant, hein. Si j'ai bien compris, ils ont bloqué les retraits parce que le CEO en fait de OKX qui détient les clés privées a été arrêté par la police. Enfin, je veux dire, c'est gravissime en fait de se dire que parce que le CEO a été arrêté depuis quelques jours, il n'est pas venu au bureau, ils n'ont plus en fait la possibilité, à mon avis, de ce que j'ai pu en déduire, d'avoir accès à une certaine quantité en fait de leur réserve. C'est effrayant, effrayant. Ils ont pratiquement 280 000 bitcoins. On parle de milliards de dollars. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez important. Et ensuite, bon, ça continue, mais bon, juste pour vous dire, il y a quand même une très très forte centralisation. Donc, il y a plusieurs millions de bitcoins qui sont aujourd'hui uniquement sur les plateformes. Donc, c'est aussi beaucoup plus difficile de suivre correctement les mouvements des utilisateurs sur ces plateformes-là. Même si on peut un petit peu le faire, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment des chiffres qui sont sous-estimés vis-à-vis en fait de l'accumulation du Bitcoin qu'on a pu voir sur les premiers graphiques que j'ai pu vous montrer, sachant qu'il n'y avait pas une telle centralisation il y a de cela quelques années. Il y avait quand même beaucoup moins de Bitcoin qui étaient en fait dans les plateformes d'échange. Ça s'est vraiment démocratisé. Donc si on prend les plateformes, si on prend Grayscale, plus tous les autres, parce que Grayscale c'est le plus gros, mais il en existe en fait d'autres, on a quand même aujourd'hui une quantité en fait de Bitcoin qui est, à mon sens, centralisée, qui est très 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 importante. On va terminer un petit peu justement, donc je vais vous parler des utilisateurs qui sont en profit. Alors aujourd'hui on peut savoir assez facilement comment. En fait il suffit de regarder sur la blockchain toutes les adresses et toutes les transactions. Et on regarde en fait au moment de la transaction, donc du dépôt par exemple de X Bitcoin sur une adresse, on regarde si depuis le Bitcoin il a pris de la valeur ou il a perdu de la valeur. Et ça nous permet en fait de savoir si la plupart des personnes qui ont transféré des Bitcoins, ils l'ont acheté. Bien sûr, ça reste une estimation, mais en tout cas, ça nous donne quand même des indicateurs assez intéressants pour savoir s'ils l'ont acheté, plutôt s'ils sont aujourd'hui, en perte ou en gain. Parce que si on peut savoir quand est-ce qu'ils l'ont transféré, s'il l'a transféré en 2014, bon ben on sait qu'il est en gain. En 2016, on sait qu'il est en gain. En 2017, en décembre 2017, à mon avis, il est pas en gain. Voilà. Donc c'est juste par rapport à la date, par rapport au prix du Bitcoin, on peut à peu près savoir le nombre de portefeuilles qui sont aujourd'hui en positif ou en négatif. Et justement, c'est représenté en fait par ce graphique-là. Alors c'est pas exactement ça, mais sur le principe, en fait, on va dire que
C'est un petit peu ça. Donc ce graphique-là, en fait, il va prendre donc justement ce que je viens en fait de vous dire, ils vont également positionner un petit peu les mouvements des holders de long terme. Bon, je mettrai le lien pour ceux qui veulent vraiment aller creuser. En fait, c'est assez technique. Donc là, j'ai clairement pas le temps en fait de l'expliquer. Je mettrai le lien. C'est un très très bon article en anglais qui explique en fait le développement de cet indicateur-là, qui s'appelle le Net Annualized Profit and Loss. NUPL. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre les phases de capitulation. Ça veut dire quand beaucoup de personnes sont perdants et sont en train en fait de déplacer leur holding de long terme pour justement les vendre, mais également les phases où justement on est dans des phases euphoriques où tout le monde est en train de gagner, c'est la folie, c'est la fête, c'est magnifique, etc. Et ça correspond très souvent sur les tops juste avant que le marché rebaisse fortement. Donc aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est que on est en fait dans la phase d'optimisme, mais aussi en fait d'anxiété. C'est-à-dire que en gros, il y a beaucoup de personnes qui sont optimistes. Il y a aussi d'autres personnes qui pensent que le Bitcoin n'ira pas plus haut, qu'on va encore aller beaucoup plus bas, etc. Donc on est encore dans une phase où honnêtement, on a une marge de progression qui est encore très importante. Si on regarde là, on était en fait dans la zone jaune, on l'était en fait en 2016. En 2016, et en fait toute l'année 2017, on était en fait dans l'euphorie, tout montait, ça explosait à l'os, etc. Donc en fait la phase d'euphorie, et également après de déni, peut durer plusieurs mois, voire même une année, voire même plusieurs années. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout en fait là-dedans. On l'a été un tout petit peu quand le Bitcoin est allé remonter à 14 000 $. Il est passé en fait de 3 200 à 14 000 $ en l'espace de quelques mois. Clairement, c'est monté beaucoup trop fort. Il y a eu beaucoup trop d'euphorie, trop rapidement. Ça a été tout de suite en fait corrigé par le marché. On a eu de nouveau le crack lié au Covid. Et là, on est remonté, mais on n'est clairement pas en fait aujourd'hui. On n'est clairement pas en fait dans une phase d'exagération. Donc ça veut clairement dire que il y a encore beaucoup de place à du potentiel de hausse. Et ensuite, on va terminer avec un dernier indicateur fondamental qui est également intéressant, qui s'appelle le Reserve Risk, et qui en fait lui nous permet en fait de savoir si les investisseurs, notamment de long terme, donc les holders, sont en confiance. Donc ça veut dire qu'ils ne bougent pas en fait leurs fonds, et également que le ratio risque-récompense par rapport au passé, il est intéressant, ce qui est clairement le cas aujourd'hui. Et également la zone rouge, c'est clairement l'inverse, c'est qu'en gros il y a pas mal de tensions. Les holders de long terme commencent à bouger en fait leurs fonds, principalement pour les vendre, mais également le ratio risque-récompense est pas du tout intéressant. Il est clair que acheter un Bitcoin à 20 000 $, c'était absolument pas intéressant en termes de gestion des risques. Donc cet indicateur-là, pour le coup, il nous montre qu'on est toujours en fait dans la zone verte et qu'on n'a pas encore, on était un tout petit peu sorti justement quand le Bitcoin était monté à 14 000 $. Là, on l'a réintégré. On est toujours en fait dans la phase plutôt optimiste, dans laquelle les gens sont confiants, ils sont en train de holder, ils sont pas du tout en train de paniquer ni quoi que ce soit en fait. Donc ça veut dire qu'on a de nouveau encore pas mal de place à une phase haussière jusqu'à aller réatteindre cette zone rouge. Voilà. Donc pareil, je mettrai le lien de l'article qui détaille précisément comment est-ce que cet indicateur-là a été construit. Donc voilà, je pense avoir déjà en fait apporté pas mal de réponses justement au fait de pourquoi je pense clairement que le Bitcoin peut être clairement dans une phase pas loin de l'explosion, parce qu'on a quand même un consensus aujourd'hui sur pas mal d'indicateurs différents qui nous montrent que l'accumulation peut être terminée, que on a une phase de progression qui est encore très importante et qu'on pourra clairement avoir une phase de hausse. Ça veut pas dire qu'on l'aura demain. Il peut encore y avoir des baisses, clairement. C'est pas exclu. Ça veut pas dire en fait que là le Bitcoin ne baissera pas et qu'il n'ira pas chercher par exemple les 9 000 ou les 8 000 $. C'est, si on prend du recul, c'est que du bruit, d'accord? Que le Bitcoin soit à 10 000 ou à 8 000, ça ne change rien si demain, dans un an ou deux, le Bitcoin, il est à 50 000 ou à 100 000 $, d'accord? Donc ça, il faut quand même bien le comprendre. C'est du bruit sur du court terme. Et honnêtement, le bruit sur le court terme, il faut essayer en fait d'en rester le plus loin possible, car c'est juste totalement néfaste pour la plupart des investisseurs. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que tout ça est clair. Donc si vous avez des questions, des remarques par rapport
à tout ce que j'ai pu vous montrer, écoutez, n'hésitez surtout pas à poster en fait tout ça dans l'espace de commentaires. Une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas en fait quand le Bitcoin sera à 20 000, 30 000 ou 40 000 dollars qu'il faudra en fait se poser la question de est-ce que je dois acheter. Là en fait il faudra plus se poser la question du est-ce que je dois vendre plutôt que acheter. Donc surtout comprenez bien en fait une chose, c'est que quand on gagne vraiment beaucoup d'argent, c'est qu'on accumule. On accumule quand personne n'en parle, quand personne n'est là à dire il faut acheter. Et il faut surtout pas tomber dans le panneau de ce que font les débutants qui ne sont pas formés à acheter au pire moment. Et malheureusement, je revois encore de manière systématique des personnes refaire toujours les mêmes erreurs, alors que je suis toujours là en fait à rabâcher ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en fait pour réussir dans ce marché. Et surtout, déconnectez-vous du bruit, ça c'est le maître mot pour réussir. Les fluctuations du Bitcoin sur le court terme, on s'en fout royalement. Et pourtant, je sais que c'est ça qui malheureusement crée beaucoup d'émotions. On l'a vu notamment lors du crack du Bitcoin en début d'année. Il y a eu une explosion de la peur, de l'émotion, comme je l'avais rarement vu, pour être honnête. Voilà. Donc les émotions, c'est votre pire ennemi, et les fluctuations sur le court terme, c'est votre pire, sont votre pire ennemi. Allez, j'espère que c'est clair. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Peut-être que d'ici là, le Bitcoin aura un petit peu plus bougé, parce que pour l'instant, c'est vrai que ça bouge pas beaucoup. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis bon dimanche, bonne semaine, et à la semaine prochaine. Bye bye.